merci de m'avoir invité pour parler de l'office surgery. Donc, on va essayer de définir un peu ce que c'est l'office surgery et je vais vous montrer, moi, ce que j'appelle l'office surgery pour qu'on ait un cadre simple et qu'on puisse bien parler de savoir de quoi on parle parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites sur l'office surgery. Donc, l'office surgery, on va parler de ce que nous, on fait à l'hôpital de Nîmes, c'est-à-dire qu'on fait, par exemple, tous nos canaux carpiens, tous nos nerfs lunaires, nos doigts osseux, de plus en plus, on les fait sous ce modèle-là. Cette photo que vous voyez, c'est-à-dire qu'on a une salle blanche. On a une infirmière qui nous aide et on gère nos malades tout seul. On fait toutes les anesthésies avec des anesthésies qui sont des locales. On fait la technique dite de Wallant. On utilise de la lidocaïne adrénalinée qu'on dilue avec du sérum Phi. Et vous verrez, on a essayé de travailler avec l'équipe de Philippe Cuillon pour montrer qu'il y avait qu'on avait une très bonne sécurité à utiliser ce mélange et surtout d'excellents résultats, même comparés à des anesthésies loco-régionales. Ensuite, on a aussi, vous voyez, les patients ne sont pas déshabillés, ils sont pas à jeun, on n'arrête pas les traitements anticoagulants. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la vraie Wallant, c'est-à-dire le patient il n'est pas à jeun, il n'a pas eu de consultation de pré-anesthésie. On fait vraiment une pure locale comme si on allait chez le dentiste. On met juste des simples champs, vous voyez qu'on utilise beaucoup moins de choses que ce qu'on utilise classiquement au bloc. On utilise des champages qui sont très minimaux. Et vous allez voir qu'au final, on a essayé de prouver, avec le travail qu'on a fait avec l'équipe de Philippe Cuillon, que c'était bien d'un point de vue de la sécurité, que c'était bien au niveau de l'expérience du patient et que ça améliorait énormément la restitution du malade et que les patients récupéraient plus vite. On a essayé de le prouver également. Et après, on a fait des études en termes de coûts de personnel et de coûts écologiques. Et je vous donnerai les résultats de ces études qu'on a fait grâce à nos équipes de pharmacie qui nous ont énormément accompagnés. Donc nous, ce qu'on appelle le palier 1, puisqu'on fait aussi de la Wallant au bloc, c'est les gestes, mais là on fait que des gestes percutanés, on ne fait pas de gestes osseux et on ne met pas d'implant, ce qui correspond à peu près aux recommandations actuelles des sociétés scientifiques, en tout cas chirurgicales. En droit français, l'office surgery, ça s'appelle la petite chirurgie de cabinet. Je déteste cette transformation puisqu'on a l'impression que c'est un pis-aller et qu'on fait quelque chose de pas bien. Donc en fait, on fait une anesthésie locale simple, pas d'hospitalisation, et on essaie de respecter les conditions d'hygiène qui ont été définies. Nous, tous nos protocoles ont été validés par le CLIN, par nos structures et même par la CPAM. Donc l'office et l'asepsie, je pense que c'est le premier débat. Donc ça, c'est une diapo que m'a prêté un de mes collègues qui est infectiologue, qui a fait beaucoup sur ce thème-là. C'est en train d'énormément de se développer. La Société française d'infectiologie va faire un rapport en fin d'année pour statuer sur ces pratiques-là et dire que c'est une pratique qui est valide, où il n'y a pas de risque. Comme vous le voyez sur beaucoup d'études, le taux d'infection est inférieur en office surgery comparé au bloc opératoire pour ce type de chirurgie, que ce soit à ciel ouvert ou en percutané. Nous, on avait fait une étude qu'on a publiée, on avait traqué nos malades, on avait mis 100 malades en office et 100 malades au bloc. Et en fait, on n'avait aucune différence et on n'a aucune infection. Actuellement, c'est toujours suivi. On a maintenant 10 ans d'expérience sur l'office surgery et on n'a pas eu de cas d'infection en office sur notre pratique, c'est-à-dire qu'on fait des gestes percutanés. Donc ça, c'est ce que vient de donner en termes infectieux. Tant qu'on ne met pas d'implant, tant qu'on ne met pas de choses, on peut travailler sans filtration d'air, sans avoir des champs gigantesques. Et ça nous permet vraiment de travailler dans un système qui est sain. On sait qu'on ne met pas de risque infectieux à notre malade. C'était notre premier critère qu'on voulait avoir et ça, on a réussi à le prouver. Deuxième critère, c'était l'anesthésie locale. Donc au début, quand j'ai commencé, ça grinçait un peu des dents. Mais on a essayé de travailler conjointement avec l'équipe de Philippe Cuillon. Donc au début, tous mes malades qui faisaient des Wallant, je les faisais au bloc. Ils avaient eu une consultation de pré-anesthésie. On essayait de voir comment ça se passait. Et au fur et à mesure, on s'est libéré des choses. Mais on a fait plusieurs études. On a fait 2 qui ont été publiées. Il y en a une où on a comparé nos patients qui avaient des Wallant, que je faisais moi, contre les patients qui avaient des anesthésies loco-régionales pour des chirurgies de la main diverses. Puisqu'on fait des fois des Wallant sur des prothèses trapézo-métacarpiennes. Donc on a poussé un peu plus loin nos indications. On ne fait pas que des gestes de partie molle. Ça se fait au bloc. Là, c'est vraiment pour comparer le type d'anesthésie, puisqu'on avait toujours peur. Ce qu'on me reprochait, c'est qu'on avait peur du rebond douloureux. Et donc, on a comparé 183 patients avec 48 Wallant contre 48 blocs ALR
pour voir ce qui se passait en termes de résultats et savoir si on était aussi efficace ou moins, ou si on prenait un risque. Donc globalement, on voyait que l'expérience périopératoire et la satisfaction des patients, qui étaient des indicateurs très importants, on avait utilisé le score de Evan-LR. Le niveau, à peu près tout le monde était pareil, que ce soit en pré, per et post-op, mais on avait un niveau d'anxiété préopératoire qui était nettement plus faible. Probablement, ça s'expliquait que c'était des patients comme moi j'avais vu en consulte que je revoyais, parce que les Walland, c'est moi qui les suivais. Et après, par contre, toute l'analyse des patients a été faite par l'équipe d'anesthésie. Donc la conclusion de cet article, c'est que la première est sans aucun doute l'absence du parcours anesthésique, ce que je vous ai expliqué. La seconde, c'est que l'anesthésie locale, quand elle est réalisée par le chirurgien, probablement ça diminue un peu le stress périopératoire puisque le patient il vous connaît. Et au final, on avait dit que globalement, on pouvait proposer des anesthésies de type Walland systématiquement. Ensuite, on a fait une deuxième étude, qui est une étude randomisée de niveau 1, où on avait, Philippe m'avait dit, on va essayer de mettre un petit peu de ropivacaïne pour que tu améliores la longueur de tes blocs. Et donc, on a fait 2 types de mélanges. Donc ça a été une étude qu'on a publiée dans le journal américain de chirurgie de la main cette année. Et ce qu'on montre, c'est que final, la ropi, quand vous l'ajoutez dans un mélange de Walland, ça ne change rien. Le vrai secret, c'est la lido plus la DRE qui fait un bloc. Et globalement, on a vous voyez les durées moyennes. On est environ à 8 heures, ce qui est retrouvé un peu partout dans la littérature, avec des blocs qui vont de 4 à 12 heures, mais avec des levées de blocs qui sont assez longues. Et on a peu de gens qui reviennent avec des douleurs de blocs majeures sur les chirurgies qu'on fait. On ne fait pas un polytraumatisé en Walland. Donc finalement, ça a montré que d'ajouter de la ropivacaïne, ça évite d'avoir des problèmes, et en particulier de la bupivacaïne, puisqu'il y a un cas en France, il y a quelqu'un qui a mis de la bupivacaïne à un patient, et il a fait un décès post-op. Donc ça pique. Donc ensuite, on avait montré que nos anesthésies étaient aussi efficaces que des blocs, qu'on n'avait pas d'infection. Donc on a voulu voir ce que ça a donné comme impact sur nos patients d'avoir ces parcours qui sont très rapides, qui sont faciles d'accès. L'objectif, c'est pas de faire du rabais, c'est pas de faire du low cost, c'est de faire du smart cost. C'est d'avoir quelque chose qui soit le plus efficace possible et de voir si cette expérience malade, si on arrivait à faire ça, ça améliore le résultat clinique, ça améliore les pratiques cliniques et ça améliorerait au final notre impact global carbone, puisque c'est aussi quelque chose d'intéressant de voir comment on consomme du carbone dans nos soins. Donc on avait fait une première étude, pareil, qu'on a publiée, où on avait pris 90 malades. On a mis 30 malades en office, 30 malades avec la même technique que celle qu'on fait en office, c'est-à-dire un éco-guidage et une anesthésie de type Walland. Et ensuite, des gens qui sont au bloc avec un bloc anesthésique et l'ancienne technique qu'on faisait, qui était la technique endoscopique. Donc globalement, les résultats, je vous les présente. Vous voyez qu'on a 3 colonnes. Vous avez l'office, l'ambulatoire et l'ambulatoire classique. L'ambulatoire classique, on a déjà des résultats qui sont très élevés. Les scores de satisfaction, ils sont à 8,6. On les fait passer à 9,8 quand on passe en office. Et il y a vraiment, avec la même technique, le fait de passer en office, on a gagné 0,5 points de satisfaction pour les patients. Et on voit qu'au niveau de la qualité de l'anesthésie, il y avait une différence sur la Walland. Mais bon, c'est des petits scores, ça ne veut pas dire grand-chose. L'office et l'optimisation du parcours. Donc après, on a étudié sur 4 centres. On a étudié le centre de Toulon, où il y a un de mes collègues qui fait de l'ambulatoire. Il fait un mini-open, comme vous voyez. Il fait une anesthésie locale classique. C'était mon confrère, le docteur Levadou. On avait pris le centre de Reims. Il fait de l'ambulatoire, l'endoscopie des anesthésies locaux-régionales. C'était le docteur Cognier. Et on avait fait notre centre à Nîmes sur nos 2 parcours, soit l'ambulatoire avec une anesthésie locaux-régionale et de l'endoscopie avec le docteur Laborne, et ce que je faisais en office. On s'amusait à comparer la masse de déchets qu'on faisait et le nombre de personnes qu'on utilisait sur ce parcours-là, entre la première consultation, c'est-à-dire avec le chirurgien, la consultation avec l'anesthésiste, etc., et le nombre de personnels médicaux et non médicaux qu'on utilise. Donc là, vous voyez que qu'on soit en public, en privé, au final, on consomme à peu près le même volume de masse de déchets qu'on crée. Un canal carpien, en gros, c'est entre 1,2 à 1,5 kg de déchets créés. Quand on passe en office, on le diminue juste de 1 kg. C'est une intervention qui est faite 150 000 fois par an en France.
Bon, je vous fais faire pas besoin de faire des gros calculs, mais ce serait énorme en termes de masse. Ensuite, on s'est amusé à regarder, pareil, le nombre de PNM et de PM, c'est-à-dire de personnels non médicaux et de personnels médicaux qui sont nécessaires à la réalisation de cette chirurgie. Donc pareil, on voit que ce soit en public ou en privé, finalement, on utilise tous autant de personnes, c'est-à-dire 26, 25 et 24 pour être 300. C'est le nombre de personnes que vous rencontrez à chaque fois que vous faites un canal carpien entre les visites. En office, on en utilise 8. Donc, c'est des chirurgies qui sont fréquentes, qui peuvent très bien se passer comme ça. On sait qu'actuellement, c'est un énorme problème d'avoir du PNM qui est disponible pour faire des vraies chirurgies. Moi, je trouve que ça nous permet de réalloquer les gens pour faire de la chirurgie, comme on l'a vu, de qualité, puisque les patients ont une sensation de qualité qui est aussi élevée. On a des résultats qui sont identiques à la chirurgie standard, mais avec une satisfaction qui est plus élevée en utilisant moins de personnes. Donc ensuite, on a fait une vraie étude de coût carbone, et ça, c'est grâce au docteur Chassaigne, qui est un pharmacien à l'hôpital de Nîmes, qui nous a fait une étude sur tous nos parcours pour voir combien on consomme. C'est assez intéressant quand vous faites ces études de parcours, puisque vous pouvez analyser exactement ce que vous consommez. Vous voyez, pour chaque structure qu'on a, les ordonnances, la fermeture, les gestes. Vous voyez que par exemple, en verre, on a complètement modifié nos champages, même au bloc. Parce que ça, c'est ce qu'on consomme en champ, en coût carbone, c'est le coût carbone d'un canal carpien, comparé à ce qu'on faisait en office ou quand on fait les techniques avec des tout petits champs. Le verre, il est là. Donc c'est juste un tout petit changement de technique qui n'a aucun impact au niveau infectieux. Et on n'utilise pas de casaque, on met juste des gants, on met un petit champ. On a un impact qui est majeur. L'anesthésie, elle est en bleu, elle est là. Vous verrez, on a fait bien sûr, un petit débat entre l'anesthésie classique et la wallante. On utilise 24 références de matériel pour faire une ALR, on en utilise 10 pour faire une wallante. Le coût moyen, c'est 1,24 kg de CO2 contre 0,33. Vous avez l'équivalent en voiture, 1,5, 5,7. Et vous avez le coût, 23 € versus 2 €. Et au final, on a un résultat qui est excellent pour le patient et qui se fait facilement. Donc ça, c'est l'impact global quand on fait le parcours complet en évitant tout ça. Donc de la chirurgie classique que j'avais apprise de ce que je faisais au CHU à Montpellier, et quand on est passé à l'office, on a un gain de 534% de carbone en moins pour la même intervention et un résultat qui est supérieur actuellement en termes de restitution du malade. Donc la wallante, c'est une anesthésie locale, mais on va essayer d'utiliser puisqu'on travaille énormément en collaboration avec l'équipe d'anesthésie. On discute toujours des cas. Des fois, il y a des patients qu'on va faire en wallante parce qu'ils ont une fistule, c'est compliqué, ou ils ont eu un curage. On a plein de gens qu'on fait sur des curages axillaires qui viennent et on leur fait les anesthésies wallantes. Ils ont un bloc qui est bien plus efficace que de l'anesthésie locale pure, c'est-à-dire de la lido simple. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer à proposer plein de choses. On fait de la musicothérapie, de l'aromathérapie, puisqu'on a un circuit qui est assez performant au centre ambulatoire de Nîmes, grâce à nos anesthésistes. Mais on essaie de proposer aux gens, c'est pas parce qu'on fait de la wallante qu'on ne propose pas d'autres choses. C'est toujours sur le principe de la suggestion et de l'écoute, et on essaie de jamais imposer aux patients un parcours. Donc l'office surgery, est-ce que c'est un changement? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous amener vers le bas, ou est-ce que c'est une chance? Moi, je pense que c'est une chance, à la fois pour les patients, à la fois pour les équipes médicales. Nous, ça nous a appris à beaucoup échanger avec les équipes d'anesthésie, de nous optimiser. Moi, je pense que, par exemple, tout le monde ici a déjà fait des soins dentaires. Ça choque personne de ne pas être scopé, de ne pas avoir de veine veineuse, de ne pas être à jeun alors qu'on vient se faire opérer dans la bouche. Les chirurgies qu'on fait, nous, sur la main, on vient libérer des petits bouts de bandelettes tendineuses autour de tendons. Et on a essayé de montrer que ça se passe bien. Je pense qu'il y a des opportunités stratégiques, il y a des freins à droite, à gauche. Moi, ça fait 12 ans que je travaille pour la Société française de chirurgie de la main. On est en train de développer ça. L'objectif, on essaie toujours de dire que la primauté, c'est la qualité du soin qu'on rend aux malades. Et ce qu'on a été montré depuis 8 ans qu'on travaille ensemble avec Philippe, c'est qu'on a amélioré la qualité du service rendu aux malades en utilisant moins de choses, etc. L'objectif, il n'est pas de dire on fait moins, on fait ça dans un coin parce qu'on veut aller vite. Non, c'est on veut faire un soin de qualité avec un super rendu et qui est équivalent, voire supérieur à ce qu'on faisait avant au bloc. Donc si ça nous permet de transférer certaines choses, on le fait.
Voilà. Et après, bon, c'est comme pour tout, à chaque fois qu'il y a eu des changements, il y a toujours eu des contradictions. L'ambulatoire au début, c'était très décrié. L'arthroscopie, c'était très décrié. Ça a été lancé par des rhumatologues. Et les chirurgiens se l'ont acquis qu'au bout de 5 ou 10 ans. C'est comme pour tout. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire à l'hôpital, c'est vraiment de prouver chaque chose qu'on faisait pas à pas et de le publier pour avoir des données, puisque c'est ce qui est important pour pouvoir faire avancer. Je vous remercie.